Bonjour à tous et bienvenue à Question d'actualité. Chaque midi sur les ondes de Radio VM, ici Philippe Labrec au micro. Créature des gouvernements provinciaux, les municipalités doivent constamment gérer leurs relations intergouvernementales avec le fédéral et le provincial, en particulier pour une ville comme Montréal qui doit gérer une série de situations qui dépassent le cadre de la ville, c'est-à-dire les infrastructures, les services sociaux, les fluctuations immobilières, la sécurité publique et l'immigration notamment. Comment gérer tout ça quand les revenus municipaux se résument aux taxes foncières largement insuffisantes? Pour en parler, nous discutons avec Marc-Antoine Desjardins, ancien candidat à la mairie de Montréal et avocat. Monsieur Desjardins, bonjour. Bonjour, Monsieur Labrec. En premier lieu, quels sont les enjeux, les obstacles, l'état des relations entre les municipalités, notamment Montréal, et les paliers fédéral et provincial? Bien, il faut comprendre qu'une municipalité, c'est une créature du gouvernement du Québec, selon la loi, l'acte de l'Amérique du Nord britannique, la section 92, l'article 8. Très précis. Ben, c'est ça, c'est que la Constitution canadienne, qu'on le veuille ou non, est divisée en deux champs principaux, les compétences fédérales et les compétences provinciales. Les municipalités sont de compétences provinciales, comme la santé, les affaires, le droit civil et tout ça, les hôpitaux, l'administration de la justice, etc. Ce qui arrive souvent, c'est que les villes vont, au fur et à mesure de leur évolution, parlons des grands centres urbains, là, Montréal, Québec, Sherbrooke, Gatineau, etc., les grands centres urbains, où est-ce qu'il y a une densité. Ces centres-là, au fur et à mesure de leur développement, de leur croissance dans le temps, ont des enjeux qui dépassent leur champ de compétences. Et c'est là que vous avez dit en introduction, notamment la crise migratoire. Rappelez-vous, lorsque Denis Coderre a déclaré que Montréal était ville ouverte en 2017 ou 2016, dans la foulée de l'immigration massive, notamment du chemin Roxham, avec des Haïtiens des États-Unis, etc., des gens d'Afrique, etc., ça créait une pression sur la ville. On les mettait un peu partout. Il y a même eu des gens qui ont été au stade olympique par moment. Alors, tout ça, ce qui arrive, c'est que ça dépasse le contexte. La santé publique aussi, au niveau de la délinquance, au niveau de l'itinérance CRI, Innu, c'est ceux du Nord, là, c'est les Inuks. Alors, tout ça dépasse donc justement du jupon municipal. Puis là, on appelle la santé publique. Il y a de la santé mentale aussi. Donc, sécurité publique. Donc, on est vraiment dans un cadre. Consommation de drogue, tout ça. C'est pas juste de nettoyer des parcs puis avoir des rues sans nid de poule, là. On est vraiment dans une autre table. Puis les policiers, eux autres mêmes, ça se répercute. C'est un effet de domino. Alors, on voit des policiers qui gèrent 75% de leur temps à faire des cas de santé mentale ou de violence et tout ça qui dépassent nécessairement leur champ de compétences proprement parlé ou leur responsabilité. L'environnement aussi. L'environnement, depuis toujours, c'est un sujet diffus qui n'est pas tributaire. C'est fédéral et provincial, mais essentiellement, ça touche à tout, l'environnement. Les villes aussi, donc, lorsqu'il y a des crises au niveau du recyclage, au niveau de la gestion de l'eau, ça appelle à intervenir à des paliers. Plante en avait fait un axe principal de son administration aussi, là, la lutte au changement climatique. Bien sûr, bien sûr. Et ça appelle les saillies drainantes, la gestion du public-sac, les ordures et tout ça. C'est des notions qui ont un impact environnemental. Et ça appelle donc à aller chercher des enveloppes ou des pouvoirs. Parce qu'une ville n'a pas de pouvoir. Est-ce qu'on peut avoir des pouvoirs sans enveloppe? J'ai envie de dire sans financement? Ben, c'est parce qu'il faut la ville n'a pas de pouvoir autre que dans sa loi qui la constitue, qui lui défère ces pouvoirs-là, ou les règlements de ça. Alors, tout ça, bien sûr, il faut qu'elle aille cogner à la porte de Québec. Un exemple très, très, très clair. La ligne rose de Valérie Plante en 2017. C'est très bien, c'est très louable. Lors de la campagne. Je veux dire, j'ai 50 ans, ça fait quoi? 40 ans qu'on plus que ça, depuis le métro 67, qu'on entend la ligne bleue, la ligne verte, vers tout l'est. ça. C'est pas tributaire de Québec. De Montréal, pardon. C'est à Québec, c'est l'MTQ qui décide ça, en bout de ligne, avec faire un pont, c'est le fédéral aussi. Donc, il y a toute une notion, la mobilité, le tramway de Québec. On lui avait reproché, la ligne rose à l'époque, on a dit, vous promettez quelque chose qui n'est pas de votre ressort au final. Exactement. C'est exactement ce qui est arrivé, elle ne l'a jamais eu. Absolument, absolument. Elle a fait un bureau d'études pour ça, grand bien lui en face, mais il y a une réalité, dans le sens que Doug Ford, je pense en 2018, il a réformé complètement lorsqu'il était à la ville de
de Toronto, lorsqu'il était, premier ministre de l'Ontario, il a fait un réaménagement du nombre de conseillers, du nombre d'arrondissements. Il a mis la hache dans le système municipal aux grandes dames de l'ancien maire à l'époque, là. De mémoire ici, là, Ford n'avait pas agi directement à Toronto. Il avait, j'ai envie de dire, contourné l'administration municipale en ce qui a trait aux pistes cyclables. Il en avait enlevé lui-même. Il avait envoyé, je pense, les cols bleus du provincial pour faire du travail qui devait être du ressort du municipal. Ça avait créé quelques zones de choc à l'époque. Oui, en effet, c'est ça. Mais tout ça pour dire que ça devient une guerre de clochers. Mais alors, c'est toujours bon d'entretenir des bonnes relations avec les plateaux supérieurs de décision comme le Québec et Ottawa. Bon, Ottawa, nécessairement, n'a pas tant de droit de regard sur une ville, mais au niveau du logement, au niveau de la pauvreté, au niveau de l'intégration des immigrants. Tout le monde aime la tarte aux pommes, M. Labrec, mais c'est aussi un danger, un voyant qu'on doit allumer, à savoir l'empiètement sur les champs de compétences provinciales par le fédéral. Il faut faire très attention parce que, encore une fois, je le répète, qu'on n'aime pas, on vit dans un cadre canadien et ce cadre-là appelle au respect des compétences. Historiquement, lorsque des gouvernements centraux empiètent sur les champs de compétences provinciales, ça crée des frictions dans la Fédération canadienne ou la Confédération, aimerions-nous appeler, et les villes n'en sortent pas indemnes parce qu'en bout de ligne, ce qui est prévu aux lois provinciales, c'est ce qui va permettre aux villes d'agir. Puis l'assiette fiscale municipale est très simple en soi. Il y a la taxe foncière, il y a des taxes spéciales comme la taxe sur l'eau, gestion du stationnement, etc. Mais ils ne peuvent pas commencer à amener un impôt sur le revenu. C'est le cœur du problème. C'est le cœur du problème. C'est ça, exactement. Et la Ville de Montréal, sous Plante, dans les dernières années, avait lancé, j'ai envie de dire, un programme où je voulais étudier une diversification des revenus. Oui, diversification. Comment est-ce que ça se ferait? D'où des revenus supplémentaires pourraient venir, là, autrement que simplement de l'argent qui découle de Québec et Ottawa? Bien, vous savez, dans vos pantalons, vous avez des poches, 2 poches. Oui. C'est ça. Ça vient de là. Donc, c'est des taxes supplémentaires. C'est pas compliqué. C'est Mais quel genre de taxes? Regardez, vous avez pas beaucoup de choix. L'efficience administrative, on coupe, on rationalise, on crée moins de bureaux d'ici, de ça. Ce qui n'est pas le cas en ce moment. C'est à débattre, en effet. Ou on va chercher dans la poche des contribuables. Puis l'affaire, c'est qu'il y a aussi il y a certains arrondissements parce qu'il y a beaucoup plus de locataires que de locateurs, de propriétaires. Parce que les propriétaires, souvent, sont en banlieue ou sont ailleurs. Et leurs immeubles à revenus servent pour une population qui est de plus en plus locatrice. Alors, les taxes foncières, c'est sur le propriétaire, c'est pas sur le locataire. Mais bien sûr, on redéploie avec la hausse des loyers selon la régie du logement, le TAL, pardon. Mais ça revient toujours sur cette question-là, comment on peut diversifier. Moi, je suis plus Qu'est-ce qu'on peut taxer? Mais de plus que les taxes foncières. Il y a des gens qui mettent des péages dans certaines villes pour contraindre la congestion automobile. Par contre, est-ce qu'on a un exemple aussi où est-ce qu'on voit une immense rigueur dans les postes budgétaires? On peut toujours se poser une question. Okay? Prenez l'exemple en 2017, avant l'élection de 2017, en effet. Je me trompe peut-être de la date, là, parce que, je suis ailleurs en ce moment, mais le vérificateur général a refusé le mandat de faire la validation des comptes préélectoraux, du budget préélectoral de l'administration à cette époque-là. 2021, pardon. Et parce que les chiffres n'étaient pas au rendez-vous, là. Donc, la VG, qui est le seul fonctionnaire de la ville sur lequel le maire n'a pas de droit de regard selon la loi Cécile, cette personne-là a dit « Je m'excuse les amis, je ne peux pas faire l'analyse de vos chiffres, il manque trop de choses. » Alors, il manque trop de choses dans le sens qu'on ne pouvait pas dire exactement où l'argent allait? La vérificatrice générale ne pouvait pas remplir son mandat de ventilation et d'audit des chiffres du budget préélectoral. Bon, alors, je m'en tiens là, mais ça vous dit que c'est très complexe. Un budget de 6-7 milliards, on dépasse 7 milliards, fait qu'il y a beaucoup de postes de dépenses. Et je pense qu'avant de demander de l'argent supplémentaire au provincial, ça serait peut-être bon de regarder vers l'intérieur où est-ce qu'on dépense l'argent des contribuables et qu'est-ce qu'on fait. On entend souvent là,
on ne peut pas en couper plus, on ne peut pas faire ci. Moi, je pense que quoi que ce soit, pour une famille, pour une corporation, pour une business, pour un artisan, il y a toujours un processus de bilan de ce qu'on a fait qui est, à mon avis, une saine décision. On a eu l'impression, sous l'administration Plante, que la mairesse avait plus de facilité à discuter avec le gouvernement fédéral de Justin Trudeau, là, les deux ont principalement eu lieu en même temps, là, l'administration Trudeau et Plante, qu'avec le gouvernement provincial de François Legault. Comment on explique ceci? Peut-être au niveau d'un certain rapprochement politique, idéologique ouais. Plus gauche, communautarisme. Il y a peut-être une connivence politique, un rapprochement, NPD, libéral, QS, sur certains enjeux, Projet Montréal, ça se ressemble essentiellement on voit une déclinaison, que ce soit municipal, provincial, fédéral. On se sent dans un territoire, j'allais dire non cédé, mais un territoire connu. D'accord? On se sent en terre connue. On n'est pas en terra incognita ici. Alors, ça peut amener aussi une certaine connivence et des échanges peut-être plus chauds par rapport à un gouvernement qui a une vision différente de la gestion de la ville, notamment sur la sécurité, le SPVM et tout ça, le musellement des policiers, la loi sur la laïcité aussi, rappelez-vous. Oui, de Montréal s'est levé contre ça en 2019. Est-ce qu'il y a une déconnexion entre certaines élites politiques provinciales et fédérales et, j'ai envie de dire, la réalité sur le terrain dans les métropoles comme Montréal et Toronto, où le quotidien vécu par les citoyens est difficilement compris par Québec et Ottawa de leur propre réalité? Je vais extrapoler, là, mais je crois que c'est une dynamique qui s'applique à toute la politique occidentale, où nos élites sont devenues tellement déconnectées de ce qui se passe sur le terrain pour le citoyen moyen que leurs politiques ne peuvent qu'être, j'ai envie de dire, quasiment contraires aux intérêts des citoyens. Mais dans ce cas-ci spécifiquement, j'ai l'impression que François Legault comprend relativement mal ce qui se passe à Montréal, là, sur les rues de Montréal, et peut-être la même chose pour Justin Trudeau à l'époque et le Parti libéral. Je vais reprendre une expression de l'ancien maire de Montréal, Denis Coderre, qui disait « Fermer Ottawa, fermer le Parlement, ça va prendre 2 semaines avant que le monde s'en rende compte. Fermer l'Assemblée nationale à Québec, ça va peut-être prendre 1 semaine. Fermer l'Hôtel de Ville de Montréal, le lendemain, on va s'en rendre compte parce qu'il y a les déchets, il y a la police, il y a l'autobus, le métro. » C'est la politique de proximité. Politique de proximité. Maintenant, votre question, est-ce que les élites politiques sont déconnectées de la réalité urbaine, municipale, c'est ça que j'ai entendu? C'est l'impression que j'ai. Ben, c'est parce qu'on voit que, à mon avis, il y a une majorité silencieuse qui ne parle pas assez fort dans les centres urbains. On entend un discours, du dog whistling, comme on appelle, du signalement de chien. Bon, l'expression est anglaise, prenons-la, là, dog whistling, où est-ce qu'on va vraiment parler à notre base électorale, bon an, mal an. Alors, dans le fond, qui gagne? C'est ceux qui ont une grosse machine électorale et qui font sortir le vote. Je pense que là-dessus, les élus municipaux sont très, très, très bien orientés. Ils savent qu'est-ce qu'ils font. Ils ne vont pas aller chercher des votes qui ne sont pas à eux. Ils vont aller chercher leur base et essayer de mousser ça. Mais il y a une réalité quand même où est-ce que, à mon avis, le citoyen centriste commence à en avoir assez de voir... un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol. On sent une espèce d'écœur en titre au sortir de la pandémie. Et on voit qu'on paye l'inflation. Bon, les villes ne sont pas responsables de l'inflation. Non, mais, pas entièrement, tu vois. Pas entièrement. Mais c'est parce que, encore une fois, moi, le mot magique, M. Lebrec, que j'aime, 30 secondes. C'est le bilan. On peut-tu faire le bilan de nos administrations? Au municipal et au provincial. Partout. C'est sain. Il nous reste 40 secondes, rapidement. Comment améliorer les relations entre Montréal et Québec en 20 secondes? Je pense qu'il faut avoir un plan d'ensemble, une vision. Et il faut se concerter sur ces visions-là et rester dans garder nos enjeux devant nous et ne pas être dans la bravade par rapport à plus fort que nous. Marc-Antoine Desjardins, ancien candidat à la mairie de Montréal et avocat. Merci.
plaisir. À ceux qui nous écoutent, merci également. Lundi à la même heure, nous recevrons Régent Bergeron pour discuter de son dernier texte sur les origines de l'empathie et de la morale. À la technique, Lysandre Duplay. À l'animation, moi-même, Philippe Labrec. Et on vous invite à rester sur les ondes de Radio-VM.